On vous emmène aujourd'hui à Presgo, entre Chimay et Couvin, découvrir la ferme du Tchapia et le woofing. Tchapia ? Le woofing, c'est participer aux travaux de la ferme en échange du gîte et du couvert. Bonjour Cyril. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ce matin? Alors on récolte des tomates, Ouais. les premières tomates de l'année qui ont pris un peu de retard mais qui sont là. Des belles grosses oui, cœurs de bœuf. Ici on est sur de la cœur de bœuf, on fait en fait une quinzaine de variétés au total. On décline, on aime bien essayer de varier en fait dans les couleurs, dans les textures et dans les goûts. Et donc voilà, ici c'est la cœur de bœuf parce que ça c'est quand même une des tomates phares. En tout cas en termes de demande, c'est une des tomates qu'on nous demande beaucoup. Ouais. Et donc voilà, on est content de démarrer cette récolte. Allons-y alors. Il y a une technique particulière? Non, pas spécialement. Pas spécialement, en fait on passe, on récolte, on voit à la couleur et aussi au toucher parfois pour certaines variétés parce qu'on a des variétés qui ont des couleurs différentes. Et alors c'est une des grandes différences avec justement les tomates industrielles, c'est que quand on la récolte, elle est déjà rouge, elle est déjà mûre. Ça veut dire qu'on doit aussi les vendre plus vite. Très vite, voilà. Mais au moins elles ont justement ce goût typique. C'est ça. Mais vous vendez en circuit court, vous hein? On vend en circuit court essentiellement via un magasin qu'on a à la ferme. Pour une bonne partie, on fait aussi des livraisons dans des restaurants. On a lancé une coopérative. On est sur plusieurs circuits de vente en tout cas. Et comme c'est un projet encore relativement jeune, vu que c'est la troisième saison ici à Presgo, ben justement on est en train de développer de nouveaux partenariats qui au fur et à mesure progressent, se concrétisent et donc en train de choisir aussi un petit peu comment on vend nos légumes. Quoi. Et qu'est-ce qui vous a amené vous à vous lancer dans le maraîchage alors? J'ai de la famille qui vient du secteur en tout cas agricole. J'avais des grands-parents qui étaient agriculteurs mais qui étaient dans le domaine de l'élevage. Ouais. Donc vraiment ici on est dans une région d'élevage. Typiquement, en tout cas dans la région de Chimay-Couvin, il n'y a pas une culture de maraîchage ou de culture les gens en tout cas ne faisaient pas ça d'un point de vue commercial, mais aussi avec les réalités du domaine agricole pour le moment, notamment le prix du foncier, on est obligé de sélectionner des projets qui sont sur des petites échelles. Et le maraîchage a l'avantage de pouvoir se lancer sur des vraiment très petites échelles. Et donc ça a été une des choses qui m'a amené en tout cas vers le maraîchage, en plus de la passion du légume. Ouais. Cette passion-là était déjà là quand j'avais 18 ans. J'ai commencé en fait des études de bio-ingénieur et en parallèle, à chaque été, on partait avec mon épouse à l'étranger, travailler dans des fermes, bénévolement, via un système qui s'appelle le woofing. Ouais. Et donc où, en fait, en échange de notre travail, on était logés et nourris. Et surtout, on pouvait poser des questions, apprendre, en découvrant un peu différents systèmes. Donc là, on a visité des fermes de maraîchage, mais aussi des fermes avec de l'élevage. Et d'autres types de fermes. Quoi. Bien, on va un petit peu parler de woofing dans cette émission. Hein. Alors justement, comment ça se passe le woofing en Belgique? On voit ça avec Audrey. Si le mouvement est international, le woofing s'organise véritablement en Belgique en 2013 sous l'impulsion de Laura Burella et de quelques amis. Ensemble, ils créent Woof Belgium, une ASBL qu'ils gèrent bénévolement. Mais le woofing, c'est d'abord un néologisme issu des initiales de Working Weekends on Organic Farms, une association née en Angleterre en 1971 à l'initiative de Sue Coppard. Elle travaillait à la ville. Elle souhaitait se rapprocher des producteurs, de sources de son alimentation. Donc, elle a contacté un agriculteur local. Elle a proposé son aide contre le logement et la nourriture. Cette idée s'est vraiment développée. Il y a eu beaucoup d'amis à elle qui étaient intéressés. Il y a eu d'autres agriculteurs qui étaient intéressés. Et du coup, voilà, de cette petite idée-là, c'est devenu un mouvement mondial. Véritable phénomène, le woofing compte aujourd'hui plus de 12 000 hôtes répartis dans 100 pays. 80 000 woofers proposent actuellement leurs services et on parle bien ici d'échanges, à ne pas confondre donc avec du travail saisonnier. Le woofing se base sur des valeurs d'entraide, donc l'entraide, la solidarité. Donc les woofers donnent un coup de main, en contrepartie il n'y a aucune rétribution possible, sinon ce n'est pas du woofing. Donc, la seule contrepartie, c'est le logement, nourriture et de l'apprentissage. Donc, le woofer est vraiment là pour voir l'hôte dans son milieu naturel et pour apprendre ce que c'est la vie d'agriculteur ou de personne qui a un projet écologique. Élevage, maraîchage, grande culture, boulangerie, rucher, les profils sont variés.
En Belgique, ils sont 57 à accueillir ces touristes en recherche d'une nouvelle expérience, à l'image de Chèvrefeuille, une fromagerie où gambadent joyeusement une centaine de chèvres dont le woofer aura à s'occuper. On le fait loger par exemple dans la yourte ici, et donc il a son autonomie. Et il va prendre certains repas avec nous, mais pas tous les repas. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette formule ? Mais on rencontre beaucoup de gens intéressants, souvent des étrangers, et c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de quitter notre ferme, mais ça nous donne un petit coup de vacances comme ça, de voir des gens sympas qui sont intéressés par tout ce qui est nature, etc. Et qui viennent d'ailleurs, donc qui nous font découvrir d'autres choses. De 18 à plus de 70 ans, il n'y a pas vraiment d'âge pour être woofer, juste l'envie de brièvement partager le quotidien d'une profession pas toujours épargnée et au final de la soutenir en la valorisant. Il importe maintenant de mieux connaître la source de notre alimentation, de voir aussi notre pouvoir en tant que consommateur. Si on achète un produit ou un autre, où va notre argent en fait? Qui est-ce qu'on finance? Quel système est-ce qu'on choisit de financer par nos achats? Et ça, c'est très important. Et la manière la plus importante, la manière la plus pertinente de voir ça, c'est sur le terrain. Donc de rencontrer les gens eux-mêmes. Enfin, la notion de confiance constituera la base indispensable d'un woofing réussi. 400 Belges sont pour l'heure inscrits sur la plateforme woof.be. Alors, pourquoi pas vous ? Alors Cyril, c'est quoi ça? Alors ça, c'est une houe maraîchère que j'utilise en fait pour désherber. Parce qu'une des particularités en tout cas de notre système, qui est un système de maraîchage biologique diversifié, c'est-à-dire qu'on cultive en fait 1 hectare, mais on cultive une petite quarantaine de légumes pour le moment. Ouais. En fait, on est très peu mécanisé. Pourquoi? Parce que, une des raisons, c'est parce qu'en fait, le fait d'avoir une petite structure, c'est difficile de mécaniser parce qu'en fait on finit par passer plus de temps à régler l'outil qu'à faire le travail en soi. Alors qu'ici on est sur un outil en fait qui est relativement pratique, qui est manuel, où on peut changer, en fait on a toute une gamme d'outils qu'on peut changer ici, qu'on change en 2 minutes, et puis d'une planche de culture à l'autre, on peut faire le travail qui doit être fait et adapter l'outil. Ouais. Donc voilà, on profite du temps chaud et sec pour passer. Oui, puis c'est léger. Et puis pour désherber, oui, c'est léger. Et en fait, l'idée, c'est de passer. C'est ça. Ouais. Et on passe de manière superficielle. Et voilà, c'est un de nos types de désherbage, une manière en tout cas de désherber qu'on utilise le plus. Parce qu'une particularité, comme on voit, c'est qu'on fonctionne par planche de culture. Ouais. Mais en fait, une fois que la culture est lancée, le tracteur ne passe plus. Donc après, c'est entièrement manuel au niveau du désherbage, de la plantation. De la récolte aussi. Et donc voilà, ça c'est une des réalités du type de maraîchage qu'on essaye de développer ici sur la ferme. Alors là, je vois justement qu'il y a 2 woofeuses ou quoi qui sont là pour vous aider. Oui, c'est ça, il y a 2 woofeuses qui viennent nous prêter main forte et qui viennent apprendre aussi justement par la même occasion, et découvrir en tout cas le travail de la terre. Et elles viennent d'où alors? Donc on a Astrid qui vient d'Allemagne, et on a Aurore qui vient de Belgique, qui vit à Bruxelles pour le moment. Cool, bon, on va aller leur parler et tout de suite je vous propose d'abord de voir ce reportage d'une expérience de woofing aussi dans une ferme tout près de chez vous. À la chèvrerie de la Berouette à Floumont, Alessandra accueille des woofers depuis 5 ans, comme Camille, un Français originaire de Nîmes. Allez. Ça fait bientôt 3 semaines, enfin plus de 3 semaines que je suis là, donc j'ai eu le temps de m'entraîner à bien traire. C'est la première fois que tu fais du woofing? Oui, c'est la première fois et c'est aussi la première fois que je voyage à l'étranger seul. Donc c'est vrai que c'est une toute nouvelle expérience pour moi, mais en tout cas pour l'instant c'est très profitable. C'est aussi très différent de ce que je fais d'habitude, vu que moi je fais des études d'ingénieur donc, dans l'industrie, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais c'est très profitable aussi. Les 2 autres woofeuses n'ont pas encore sa technique pour traire les biquettes, mais il faut dire aussi qu'elles viennent seulement d'arriver à la ferme. Ça a l'air très évident, mais ça ne l'est pas du tout. Mais avec un peu de patience, je pense que j'y arriverai d'ici quelques jours. La cadence, c'est pas encore la plus rentable, on va dire. Après, ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait 2 jours.
Ça va, ça se passe bien? Oui, ça se passe très très bien et puis c'est très intéressant parce qu'après la traite, on va en fromagerie pour mouler les fromages, du lait, donc on a récupéré les jours précédents et c'est très intéressant de participer à tout le processus de fabrication des fromages. Belges, français, italiens, espagnols, beaucoup de woofers passent par la chèvrerie d'Alessandra. Au départ, je suis arrivée seule à la ferme et donc seule c'est seul, donc il faut tout faire et toujours tout assumer. Donc le woofing m'a permis d'avoir une petite aide sur le boulot à la ferme, mais aussi une compagnie parce que seul c'est seul. Et donc la solitude me pesait un peu à un moment et pouvoir échanger comme ça, partager, ça m'a bien aidée. Tu vois, voilà, lâche le seau. Souvent de belles rencontres qui se transforment même parfois en amitié. Pour cette ex-enseignante, il faut pouvoir aussi lâcher prise. Il faut mettre un peu de côté les exigences qu'on se met personnellement. Et voilà, si on veut être dans la transmission, moi j'aime bien que les woofers, ils touchent la matière, ils touchent le fromage, ils apprennent à faire du savon. C'est dans une dynamique aussi de les rendre autonomes et de leur apprendre en tout cas un max de choses pour qu'ils repartent d'ici avec beaucoup de savoir. Si tu as trop de jus, tu peux prendre un grand moule à pelardon, là, les plus grands. Ici, les woofers sont bienvenus toute l'année, mais les tâches sont très différentes en hiver. Il n'y a pas de traite ni de fabrication de fromage. C'est plus la période des travaux d'entretien et de la fabrication des savons, une autre spécialité de la Berrouette. Ils sont très bons. Oui. L'été, les woofers vont aussi promener les chèvres jusqu'à la forêt. Pas trop vite, hein? Allez les filles! Qu'est-ce qui t'a motivé justement de venir ici? C'est l'idée d'abord de me retrouver dans la nature, de pouvoir travailler de mes propres mains, vraiment quitter un peu le mental et me retrouver, me ressourcer en rencontrant des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, ce genre de choses. C'est important pour moi en fait. Me retrouver aussi avec les animaux, la nature. Comptez bien les chèvres avant de c'est important. commencer la route. Comme les deux Français, la Belge a choisi pour la première fois de faire du woofing pour ses vacances et elle ne le regrette pas. Bonjour Astrid. Bonjour. Alors, vous venez d'Allemagne, c'est ça? Oui, c'est ça. Je viens de Brême. Oui. C'est au nord de l'Allemagne. C'est chouette l'expérience de woofing. C'est une première pour vous? Ah non, c'est la deuxième fois. Je l'ai déjà fait en Allemagne avant, mais c'est la première fois pour moi de le faire en Belgique. Oui. Et qu'est-ce qui te plaît dans le woofing justement? Ce qui me plaît, c'est de travailler sur le champ, avoir les mains dans la terre et de voir les légumes et les fruits que je mange. Et aussi de faire partie d'une communauté pour quelques semaines comme ça, une petite communauté comme ici. Oui, c'est ça. Parce qu'en Allemagne, tu fais pas du tout ça, c'est pas du tout ton domaine, le maraîchage en fait. Non, je travaille dans le secteur social comme professeur. Mais de temps en temps, j'aide dans une ferme qui est à côté de ma ville. Mais c'est seulement un jour par mois. Comme ça, je suis en congé et il fait beau comme ça, c'est chouette d'être ici. Justement, par le woofing, on peut apprendre aussi finalement des techniques. C'est intéressant aussi en fait. C'est intéressant financièrement aussi parce que finalement vous êtes gratuitement ici, mais vous devez travailler quoi. Oui, bien sûr. Hein. On peut faire les découvertes du paysage ici, du coin. Et j'ai déjà fait des promenades ou un tour de vélo. Et bien sûr, on peut apprendre beaucoup de choses sur le maraîchage et voir les plantes dans la terre. Parce que normalement, tu les vois dans les supermarchés et de découvrir comment ça pousse. Et voilà, tout ça. C'est intéressant. Oui. Bien. Eh bien, merci beaucoup, Astrid. Avec plaisir. Je vous propose de retrouver Antoine et Pablo pour la séquence « Comment ça marche ?» Les têtes de mort! Pablo, on est où? T'entends la musique? Ça fait penser à quoi? Metallica? Mais non, c'est les Indiens. Les Indiens? Eh oui. Ah oui, c'est vrai. Regarde, il y a même des peaux de mouton. Des gros moutons, ça. Et non, on est là pour vous parler des bisons. Ben oui, et on en produit chez nous, en Wallonie. Et pour vous en parler, on va aller à la rencontre de Candice et Laurent. Ils sont derrière nous, ça tombe bien, venez avec nous. Étonnant, hein? Vous voulez les voir? Ah ben oui, c'est pour ça qu'on vient. On va voir des bisons. On est parti. On est foutu, Pablo.
On va préciser qu'on se trouve à Orchimont, un petit village de la commune de Vresse-sur-Semois, où vous êtes installé maintenant depuis une vingtaine d'années, c'est ça? Depuis 20 ans, oui. Pablo, j'en vois. Ah bon? Oui, regardez, là-bas. D'ici, on dirait des grosses vaches. Ah oui. Ils apparaissent. Pablo, ouais. Tu connais le bisou du bison? Ah non, je connais pas. Écoute. Non, tu connais pas? C'est super chanson. Et vous n'avez pas pris les Indiens avec alors? Non, on est cow-boy. Hein. Ah, vous êtes cow-boy. Le bisou d'un bison, c'est violent. Pablo est plutôt indien, lui. On va pas bien sortir. Ils sont repartis. Harry. C'est énorme, hein? Il est un peu plus grand, lui. Ça pèse combien, une bête comme ça? Une tonne 2. On peut descendre? La condition, c'est qu'on doit savoir courir. Laurent, c'est vous qui aviez le virus du bison, c'est ça? C'est un animal qui a de grandes qualités sous le plan écologique pour un élevage naturel, qui a des grandes qualités diététiques de viande également. Élever du bison, c'est pas compliqué, puisque tout se passe tout seul, hein, sur tout leur cycle de vie, mais c'est un animal qui reste totalement sauvage. C'est des animaux qui ne sont donc pas faciles à manipuler. Il faut avoir un bon feeling avec cet animal-là. Pablo, il est vraiment très près. Hein. Elle ne cherche pas les femelles. Je me méfierais plus. Il faut mieux pas. C'est un animal qui a une conformité qui est parfaite pour courir dans la nature. Très large de l'avant, très fin de l'arrière, avec ce dos cambré. Et donc ils allongent leur foulée pour courir comme des chevaux et pas comme des bovins. Vous avez déjà dû courir, vous? On court souvent, mais c'est vrai que parfois c'est compliqué. Ah là, ils vont plus loin pour prendre plus d'élan pour nous foncer dessus. Non? Pas de souci. C'est un animal qui a un instinct incroyable. Si un bison a soif et qu'il a 50 km d'un point d'eau, il va le trouver. Et donc ici, on s'aide beaucoup de cet instinct justement pour réduire les coûts de production de manière naturelle, puisqu'il y a peu d'intervention de l'homme. Et il faut que ça soit comme ça. Pas d'achat d'aliments à l'extérieur, et ils ne mangent que de l'herbe et du foin toute leur vie. Ah, donc voilà, dans le village, Pablo. Alors, t'as eu peur? Oui, et j'entends la musique, on est dans un western. On est revenu dans le western et c'est ici qu'on va tout doucement clôturer cette séquence. On va aller voir le résultat de la production de l'élevage de Candice et Laurent dans leur ranch, leur saloon même, hein, Pablo. C'est joli, hein? Oui, c'est le ranch. Doucement, on vient dans le bison. Donc on a des salaisons de bison, donc on a du saucisson. On a du jambon, donc ce sont les plats de cuisse qu'on fume et qu'on sale. Et en fait, ce sont les mêmes morceaux que dans le bœuf. Donc on grille aussi de l'entrecôte, de la côte à l'os, du steak. Et alors on transforme aussi les carbonades et les bas morceaux en haché, en hamburger. Ça goûte un peu l'angus beef ou une viande bovine un peu plus typée, quoi. On n'a pas de dépôt, faut se déplacer. Voilà. Un petit site? Oui, www.bisonranchorchimont.com. Voilà, mais voilà, chouette visite, Pablo. On n'a plus peur des bisons maintenant. Hein. Oh non. Allez, à bientôt. On va manger. Salut. Ici, c'est vraiment le début de la récolte, parce que c'est juste la première production de framboisiers remontants. Donc il y a juste les bois de l'année passée normalement qui donnent, donc les bois un peu plus bruns. Elle est belle celle-là. Elle est belle. Elle doit être bonne aussi, je la goûterai après. Alors, mais c'est vrai que c'est quand même toute une organisation aussi de recevoir comme ça des gens chez soi pour le travail, puis pour toute l'intendance aussi. Oui, c'est clair, c'est des choses qui se préparent. Ne fût-ce que l'organisation aussi, avoir un endroit pour pouvoir les loger, ça c'est une première chose. Aussi un endroit où ils peuvent justement cuisiner, etc. Donc ça c'est des choses qu'on a mis en place, mais c'est vraiment à partir de cette année, donc nous c'est la 3e année ici qu'on accueille des woofers, qu'on commence vraiment à avoir quelque chose d'un peu plus confortable. Avant justement à chaque fois c'était beaucoup d'énergie de préparation. Ah oui, c'est ça. Parce que c'est important évidemment de ne pas se fatiguer en faisant ça, quoi. C'est ça, donc c'est toujours un équilibre. Nous en fait, on a plusieurs motivations à accueillir des woofers. Mais premièrement, comme on a appris beaucoup en faisant du woofing à l'étranger, on a un peu envie de rendre l'appareil et de transmettre un petit peu certaines connaissances qu'on a pu acquérir via nos expériences. Et puis après, il y a aussi la démarche d'échange
d'échanges même culturels. Bon, ici pour le moment on a accueilli beaucoup de Belges, mais il y a aussi beaucoup de gens, on avait une demande japonaise finalement qui n'a pas su venir, il y a Astrid qui vient d'Allemagne, et alors on voyage un petit peu en restant ici. Et c'est vrai qu'avec notre boulot, la contrainte du voyage, maintenant on ne peut plus vraiment voyager parce qu'on doit assurer un travail régulier ici, mais ça nous permet justement de voyager tout en restant chez nous. Donc ça, c'est une autre motivation qui nous a amené à faire ça. Bien sûr. Mais alors il y a quand même aussi cet aspect de travail, hein, parce que c'est du volontariat aussi, mais c'est pas rémunéré en fait. Non, c'est ça. Donc on est vraiment dans un échange. Et c'est aussi quelque chose qui est intéressant au niveau du woofing, c'est que même en tant que woofer, pendant un moment, on ne vit pas avec un système de l'argent. Donc on échange un travail contre de la nourriture. Donc souvent, moi je me rappelle quand on faisait du woofing, notre portefeuille ne nous servait même à rien du tout. Oui, pour nous, c'est aussi un coup de main au moment, des pics des saisons. Et comme on a beaucoup de travail qui n'est pas mécanisé, il n'y a pas de machine, c'est vite du travail qu'on peut transmettre et faire avec les gens. Donc, Et c'est pas trop difficile ça justement d'apprendre chaque fois, à recommencer, parce qu'il reste quoi, 2 semaines, 3 semaines? C'est ça, 2 semaines. Entre nous, on prend entre 2 semaines et 1 mois. Aussi, c'est toujours un travail de transmettre. Après, il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres déjà avant. Il y en a qui étaient déjà jardiniers avant de venir, donc ils reconnaissent déjà les plantes, etc. D'autres qui ne l'ont pas, mais alors on essaye aussi d'adapter un peu les activités qu'on leur propose à leur niveau de connaissance pour justement que ce soit un équilibre et que progressivement ils découvrent en tout cas ce que c'est le maraîchage et que en tout cas ils apprennent des choses qu'ils peuvent après refaire chez eux, soit dans un projet de maraîchage, soit simplement comme jardinage, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. C'est que même s'ils ne veulent pas faire de projet commercial, c'est des connaissances qu'ils peuvent reprendre chez eux pour le faire à leur petite échelle. C'est ça. Donc, super, bien. Bon, je mange la framboise et on retrouve Ludovic en cuisine. Bonjour, nous revoilà pour une nouvelle séquence de Mangeons Wallons. Aujourd'hui, on va parler d'herbes aromatiques, de pommes de terre et de anti-gaspi. Une des valeurs chères pour moi, c'est l'anti-gaspi en termes de nourriture. Donc, j'ai une recette ici qui a été inspirée par ma maman. Soupe froide de pommes de terre, mais également surtout d'herbes du jardin. Et donc du coup, c'est les pommes de terre de la veille qu'on a récupérées et qu'on va associer avec les herbes du jardin. Ici, j'ai fait un petit tour. On a de la livèche, on a un peu de roquette, on a un peu de ciboulette, on a un peu de cerfeuil. Très simple. On va prendre tout ça, couper en morceaux, le blanchir pendant 10 minutes. Donc voilà, ici j'ai pris les herbes, je les ai juste simplement concassées. Pour la quantité, c'est simplement en fonction de ce qui est présent dans votre jardin ou dans votre jardinière. Essayez bien sûr d'équilibrer les herbes beaucoup plus florales et herbacées avec les herbes un peu plus piquantes comme la ciboulette ou la roquette afin d'avoir une préparation onctueuse et harmonieuse. On les blanchit 10 minutes. Une fois que nos herbes sont blanchies pendant 10 minutes, on va simplement aller d'un écumoire les transvaser dans le blender. On y ajoute un petit peu d'eau de cuisson et quelques pommes de terre. À l'instar finalement d'un gazpacho de tomates. Ici c'est un gazpacho un peu plus local, bien belge et bien wallon. On y ajoute des pommes de terre pour la texture. Ça va lier la pomme de terre avec l'amidon, va lier la préparation. Et on mixe tout ça pendant 30 secondes. Et voilà, dernier petit truc, on met 2-3 feuilles de menthe qu'on va juste mixer quelques instants. Voilà, ça va apporter ce petit peps de fraîcheur supplémentaire à notre préparation. Pour vraiment être sûr que la soupe froide soit vraiment la plus onctueuse possible, je la passe par le chinois. Et voilà, je rectifie avec une pointe de sel et c'est prêt à servir. Pour nous ici, on va le présenter soit en mise en bouche ou alors c'est idéal pour un repas d'été, juste un petit repas léger du soir. Par-dessus, je mets un petit gomasio de graines, donc c'est un mélange de graines torréfiées légèrement salées. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle séquence de Mangeons Wallons et à bientôt.
c'est votre petit endroit là, festif pour le soir. C'est ça, oui. En tout cas, on se protège du soleil. Ouais. Donc on mange ici et on profite de nos petites pauses. Mais c'est vrai que c'est pas très fréquent le woofing quand même en Belgique. Je crois qu'ils sont 57 hôtes, donc c'est pas quelque chose de très fréquent et pourtant c'est sympathique. Hein. Mais voilà, mais c'est pas très fréquent. Il y a deux raisons principales. La première, c'est que c'est assez récent. Mm-hmm. C'est que en fait, dans le système de woofing, chaque pays peut avoir une organisation propre vraiment pour son pays ou alors dépend de l'organisation internationale. Et avant, on dépendait de l'organisation internationale et donc il y avait moins de mise en valeur en tout cas des producteurs et moins d'échanges à ce niveau-là. Et depuis peu ici maintenant, on a une équipe qui travaille bien, qui justement a redéveloppé le site internet, assure un peu de suivi, etc. Et c'est ça qui fait qu'au fur et à mesure, ça se développe aussi un petit peu plus, mais ça reste assez récent, quoi. Et c'est important de le faire connaître en tout cas. C'est important de le faire connaître. Quoi, ouais. Surtout que le woofing est connu à l'échelle internationale, mais c'est surtout dans des pays à caractère un peu plus touristique, on va dire, oui, c'est ça, où il y a plus de gens. Vous êtes parti où, vous ? Dans quel pays ? Nous, on a commencé par l'Écosse, on a fait la Suède, Italie, France, et on a fait un séjour en Nouvelle-Zélande un peu plus long, quoi. Et au final, vous venez quand même vous implanter en Belgique, hein ? On est revenu à nos sources, on est revenu dans notre région. Ouais. Eh bien, c'est bien. Merci en tout cas pour votre accueil. Merci, bon woofing à vous, hein, à tous. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine émission. À très bientôt. Santé, il fait chaud. Dans les glo-glo.